mutins ne sont pas revenus. Pas un coup de feu n'a été tiré depuis les bois. Ils avaient reçu leur ration pour la journée, comme l'a dit le capitaine, et nous avons pu tranquillement examiner les blessés et préparer le déjeuner. Le sieur et moi avons cuisiné dehors malgré le danger. Même dehors, c'est tout juste si nous savions ce que nous faisions, tellement les affreux gémissements des patients du docteur nous glaçaient d'horreur. Sur les 8 hommes qui étaient tombés au combat, seuls 3 respiraient encore. Le pirate abattu à la meurtrière, Hunter et le capitaine Smollett. Et sur les 3, les 2 premiers avaient déjà un pied dans la tombe. Le mutin, de fait, est mort sous le bistouri du docteur, et nous avons eu beau faire, Hunter n'a jamais repris connaissance en ce monde. Il a tenu jusqu'au soir, respirant bruyamment comme le vieux flibustier chez nous après son attaque d'apoplexie, mais le coup lui avait enfoncé les côtes et il s'était fracturé le crâne en tombant, de sorte que, pendant la nuit, sans un geste ni un bruit, il a rejoint son créateur. Quant au capitaine, ses blessures étaient graves, mais pas mortelles. Aucun organe vital n'était atteint. La balle d'Anderson, car c'était Job qui l'avait touché le premier, avait brisé son omoplate et effleuré le poumon. La seconde avait seulement déchiré des muscles de son mollet. Il était sûr de guérir, selon le docteur, mais en attendant, et pendant plusieurs semaines, il ne devait ni marcher, ni bouger son bras, ni même parler quand ce n'était pas indispensable. Ma coupure accidentelle en travers des phalanges n'était qu'une piqûre de moustique. Le docteur Livesey l'a pensé et m'a tiré les oreilles pour le même prix. Après le déjeuner, le sieur et le docteur se sont assis auprès de capitaine pour tenir conseil. Ils ont parlé autant qu'ils le désiraient, et, un peu après midi, le docteur a pris son chapeau et ses pistolets, glissé un coutelas dans sa ceinture, plié la carte dans sa poche, et, un mousquet sur l'épaule, a franchi la palissade sur le côté nord avant de s'enfoncer dans la forêt d'un pas vif. Gray et moi étions assis à l'autre bout de la salle, afin de ne pas gêner nos officiers pendant leur discussion. Gray a sorti sa pipe de sa bouche, et a bel et bien oublié de l'y remettre, tellement ce qu'il voyait le stupéfiait. « Ça, au nom du diable, le docteur Livesey est-il fou ?»« Mais non, lui dis-je. De cet équipage, il est celui qui mérite le moins d'être qualifié ainsi, je pense. »« Eh bien, camarade, il est peut-être pas fou. Mais si lui l'est pas, je te dis, moi, je le suis. Je suppose que le docteur a son idée. Et si je ne me trompe pas, il est parti voir Ben Gunn. J'avais raison, ainsi qu'il est apparu plus tard. Mais en attendant, alors qu'une chaleur étouffante régnait dans la maison et que le soleil de midi embrasait le sable de l'enceinte, une idée m'est venue en tête, qui n'était pas du tout judicieuse. Je me suis mis à envier le docteur qui marchait à l'ombre fraîche des bois, entouré d'oiseaux, respirant le parfum plaisant des pins, tandis que je grillais avec mes vêtements collés à la résine chaude de mon siège, et tellement de sang autour de moi, et tant de pauvres cadavres étendus partout, que l'endroit m'inspirait un dégoût presque aussi fort que de la terreur. Pendant tout le temps que j'ai passé à nettoyer la salle, puis à laver la vaisselle du déjeuner, ce dégoût et ce désir n'ont fait qu'augmenter. Jusqu'au moment où, comme je passais près d'un sac à pain et que personne ne me regardait, j'ai accompli le premier pas en vue de mon escapade en bourrant de biscuits les 2 poches de mon habit. J'étais stupide, si vous voulez, et je m'apprêtais sans doute à me lancer dans une aventure téméraire et insensée, mais j'étais déterminé à prendre toutes les précautions possibles. Si quelque chose m'arrivait, ces biscuits m'empêcheraient au moins de mourir de faim jusqu'au lendemain soir. Je me suis ensuite emparé d'une paire de pistolets. Comme je possédais déjà une poire à poudre et des balles, je me sentais bien armé. Quant au plan que j'avais en tête, il n'était pas mauvais en soi. Je pensais descendre à la péninsule sablonneuse qui séparait à l'est le mouillage de la pleine mer, trouver le rocher blanc que j'avais vu le soir précédent et vérifier si c'était bien là que Ben Gunn avait caché son bateau. Cela valait la peine d'essayer. J'en suis encore convaincu aujourd'hui. Il était certain qu'on ne m'autoriserait pas à quitter l'enceinte. Je devais donc filer à la française quand personne ne m'observerait.
et cette manière de procéder était si vilaine que cela rendait tout le projet condamnable. Mais je n'étais qu'un enfant, et j'avais pris ma décision. En fin de compte, une excellente occasion s'est présentée. Le sieur et Gray étaient occupés à changer les bandages du capitaine. Le champ était libre. J'ai bondi au-dessus de la palissade et me suis précipité au plus épais des arbres. Avant que mes compagnons aient pu remarquer mon absence, je m'étais mis hors de portée de leurs appels. C'était ma seconde folie, bien pire que la première, puisque je ne laissais que 2 hommes valides pour garder la maison. Mais comme la première, elle a contribué à nous sauver tous. Je me suis dirigé droit vers la côte est de l'île, car j'avais décidé de longer la péninsule du côté de la mer afin d'éviter le risque d'être vu depuis le mouillage. La fin de l'après-midi était chaude et ensoleillée. Alors que je marchais sous les hautes futaies, j'entendais loin devant moi non seulement le grondement continuel du ressac, mais aussi un certain froissement de feuillage et frottement de branchages qui m'indiquaient que la brise du large soufflait plus fort que d'habitude. Bientôt, j'ai senti des courants d'air frais, et au bout de quelques pas, je suis arrivé à la lisière des bois et j'ai vu la mer bleue éclaboussée de soleil jusqu'à l'horizon, et les vagues roulant et fracassant leur écume sur la grève. Je n'ai jamais vu la mer calme autour de l'île au trésor. Même quand le soleil flamboyait dans l'azur, quand aucun souffle n'agitait l'air, quand la surface de la mer était lisse et bleue, ces grands rouleaux déferlaient le long de la côte, grondant sans cesse jour et nuit, et je doute qu'il y ait un endroit sur l'île où l'on n'entende pas leur clameur. J'ai marché au bord de l'eau avec grand plaisir. Quand j'ai pensé que j'étais allé assez loin au sud, j'ai profité de la protection de fourrés épais pour m'avancer très prudemment jusqu'à la crête de la péninsule. La mer était derrière moi, le mouillage devant. La brise du large, comme si son intensité inhabituelle l'avait épuisée, était déjà retombée. Des courants d'air légers et variables lui avaient succédé, apportant de grandes bandes de brouillard du sud et du sud-est, et le mouillage, protégé du vent par l'île du Squelette, ressemblait à un lac couleur de plomb comme au jour de notre arrivée. Posé sur ce parfait miroir, l'Hispaniola surmontait son portrait exact, de la pointe des mâts à la ligne de flottaison, le drapeau noir pendant à la proue. L'une des chaloupes se tenait le long de sa coque. J'ai reconnu sans mal Silver, assis à l'arrière de la chaloupe, qui conversait en riant avec 2 hommes penchés par-dessus le bastingage de la goélette. L'un d'eux portait un bonnet rouge, ce même brigand que j'avais vu à cheval sur la palissade quelques heures plus tôt. À cette distance, plus d'1 mille, je ne pouvais pas distinguer leurs paroles, bien sûr. Soudain, un hurlement épouvantable et inhumain a retenti. J'ai d'abord sursauté d'effroi, mais j'ai vite pensé à la voix de Capitaine Flint, et j'ai même cru reconnaître, à ses couleurs vives, l'oiseau perché sur le poignet de son maître. Peu après, la chaloupe s'est éloignée du vaisseau pour aller à terre. L'homme au bonnet rouge et son camarade sont descendus en passant par le capot de la cabine. Cependant, le soleil venait de se coucher derrière la longue vue, et comme le brouillard s'épaississait rapidement, il commençait à faire vraiment sombre. J'ai vu que je ne devais pas perdre de temps si je voulais trouver la barque ce soir-là. Le rocher blanc, bien visible au-dessus des fourrés, se trouvait à plusieurs centaines de yards vers la pointe de la péninsule, et j'ai mis un bon bout de temps à l'atteindre en progressant comme je pouvais dans les taillis, souvent à 4 pattes. La nuit était à peu près tombée quand j'ai touché ces parois rugueuses. Juste à son pied se trouvait un minuscule creux tapissé d'herbes vertes, caché par des talus et par des buissons épais qui poussaient là en abondance et m'arrivaient aux genoux. Au centre du renfoncement s'élevait bel et bien une petite tente de peau de chèvre, semblable à celle que les bohémiens transportent avec eux en Angleterre. J'ai sauté dans le creux, soulevé un pan de la tente et découvert le bateau de Ben Gunn. Bricolé si jamais un objet a été bricolé. Une charpente de bois dure, grossière et de guingois tendu de peau de chèvre, la fourrure en dedans. La chose était vraiment toute petite, même pour moi, et j'imagine mal qu'elle ait pu flotter en portant un homme de taille normale. Il y avait un bandonnage très bas, une sorte de barre de pied à l'avant et une double pagaie pour la propulsion.
Je n'avais jamais vu ce que nos ancêtres appelaient un coracle, mais j'en ai vu un depuis. Et je ne peux pas mieux décrire le bateau de Ben Gunn qu'en le comparant au premier et au pire coracle jamais fabriqué par l'homme. Il possédait pourtant le premier avantage du coracle, car il était extrêmement léger et facile à porter. Bon, maintenant que j'avais trouvé le bateau, vous penseriez que mon envie d'école buissonnière était assouvie. Mais entre-temps, j'avais conçu une autre idée, dont je m'étais si bien entiché que je l'aurais bien exécutée, je crois, au nez et à la barbe du capitaine Smollett lui-même. Il s'agissait de m'approcher à la faveur de la nuit, de couper l'amarre de la goélette et de la laisser s'échouer où elle voulait. J'étais convaincu que les mutins, après leur échec du matin, ne désiraient rien autant que de lever l'ancre et de prendre le large. Ce serait excellent de les en empêcher, me disais-je, et puisque je les avais vus laisser leurs hommes de garde sans chaloupe, je pensais que je pouvais y arriver sans risque. Je me suis assis pour attendre l'obscurité complète et me suis offert un bon repas de biscuits. Si une nuit sur 10 000 convenait à mon entreprise, c'était celle-là. Le brouillard avait maintenant supprimé le firmament. Alors que les dernières lueurs du jour disparaissaient, une noirceur absolue a enveloppé l'île au trésor. Quand j'ai enfin chargé le coracle sur mes épaules et tâtonné tant bien que mal pour sortir du creux dans lequel j'avais soupé, seuls 2 points étaient visibles dans tout le mouillage. L'un était le grand feu sur la grève, autour duquel les pirates vaincus festoyaient. L'autre, faible tache de lumière dans les ténèbres, marquait la position du vaisseau à l'ancre. Il avait tourné avec la marée descendante et me présentait maintenant sa proue. Les seules lumières à bord se trouvaient dans la cabine, et ce que je voyais n'était que le reflet dans le brouillard des rayons qui sortaient de la fenêtre arrière. Cela faisait un moment que la marée baissait, et il m'a fallu patauger à travers une large bande de vase dans laquelle je me suis enfoncé plusieurs fois au-dessus des chevilles, avant d'arriver au flot qui se retirait. J'ai avancé de quelques pas dans l'eau, et avec un peu de force et d'adresse, j'ai posé mon coracle quille en bas sur la surface de la mer. Le coracle, j'ai eu maintes occasions de le vérifier, était une embarcation très sûre pour une personne de ma taille et de mon poids, flottant bien et sachant affronter les vagues. Mais elle se révélait capricieuse et bancale quand on voulait la diriger. On avait beau faire, elle partait toujours à la dérive plus que toute autre chose, et la manœuvre qu'elle réussissait le mieux, c'était de tourner en rond. Ben Gunn lui-même avait admis que sa barque était bizarre à manier tant qu'on ne connaissait pas ses façons. Je ne connaissais pas ses façons, c'était certain. Elle tournait dans toutes les directions sauf celle où je devais aller. Nous avancions en général de travers, et je suis sûr que nous n'aurions jamais atteint le vaisseau sans la marée. Par chance, mes coups de pagaie n'avaient aucune influence. La marée m'entraînait de toute façon, et la goélette se tenait là, en plein milieu du chenal, impossible à manquer. Elle a d'abord surgi devant moi comme un bloc plus noir encore que l'obscurité. Puis ses mâts et sa coque ont commencé à prendre forme, et l'instant d'après, m'a-t-il semblé, car plus j'avançais, plus le courant de la marée devenait vif, j'étais à côté du câble d'ancre et l'avais agrippé. Entraîné par le courant, l'Hispaniola tirait sur son ancre, de sorte que le câble était aussi tendu qu'une corde d'arc. Tout autour de la coque, dans l'obscurité, les remous du courant bouillonnaient et babillaient comme un torrent montagnard. Un coup de mon couteau de marin, et la goélette suivrait la marée en chantonnant. Jusque-là, tout allait bien. Mais il m'est alors revenu en mémoire qu'un câble tendu, si on le coupait soudain, était aussi dangereux qu'une ruade de cheval. Si j'étais assez imprudent pour libérer l'Hispaniola de son ancre, j'avais 9 chances sur 10 d'être projeté en l'air avec le coracle. Cette idée m'a arrêté net, et si la chance ne m'avait pas souri une fois de plus, j'aurais dû abandonner mon projet. Mais les légers courants d'air qui s'étaient mis à souffler du sud-est et du sud avaient tourné au sud-ouest après la tombée de la nuit.
Au moment où je réfléchissais, une bouffée est arrivée et a poussé l'Hispaniola à contre-courant. À ma grande joie, j'ai senti le câble se relâcher sous mon étreinte et la main avec laquelle je le tenais plonger une seconde dans l'eau. Du coup, j'avais pris ma décision. J'ai sorti mon couteau et l'ai ouvert avec les dents, puis j'ai coupé les brins du câble un par un, jusqu'au moment où le vaisseau ne tenait plus que par 2 brins. Ensuite, je suis resté tranquille, prêt à couper ces derniers quand un souffle de vent relâcherait de nouveau la tension du câble. Pendant tout ce temps, j'avais entendu des voix bruyantes dans la cabine, mais, à vrai dire, d'autres pensées avaient si bien occupé mon esprit que je n'avais guère tendu l'oreille. Maintenant que je n'avais rien d'autre à faire, j'ai commencé à y prêter attention. J'ai reconnu une voix, celle du chef de chaloupe, Israel Hands, qui avait été jadis le canonnier de Flint. L'autre était celle de mon ami au bonnet rouge, bien sûr. Les 2 hommes avaient trop bu, de toute évidence, et buvaient encore, car tandis que je les écoutais, l'un d'eux, poussant un cri d'ivrogne, a ouvert la fenêtre arrière et a jeté un objet dont j'ai deviné que c'était une bouteille vide. Mais il n'était pas seulement ivre. On entendait clairement le son d'une violente querelle. Des jurons volaient dru comme grêle et de temps en temps se produisait une explosion telle qu'ils allaient bientôt, pensais-je, en venir aux mains. Mais à chaque fois la crise s'apaisait, les voix grognaient moins fort pendant un moment, jusqu'à l'orage suivant, qui passait à son tour sans résultat. Sur le rivage, je pouvais voir la lueur du grand feu de camp qui brûlait entre les arbres. Quelqu'un chantait une vieille chanson de marin, monotone et bourdonnante, avec un trémolo à la fin de chaque couplet, qui pouvait durer, apparemment, autant que la patience du chanteur. Je l'avais entendu plus d'une fois pendant le voyage, et me souvenais de ces mots. Sauf un matelot, tous étaient morts, sur 75 montés à bord. Et je trouvais cette ballade un peu trop tristement appropriée pour une compagnie qui avait subi des pertes si cruelles le matin même. Mais sans doute, d'après ce que j'avais vu, tous ces flibustiers étaient-ils aussi insensibles que la mer sur laquelle ils naviguaient. La brise est enfin venue. La goélette a glissé et s'est rapprochée dans le noir. J'ai senti le câble se détendre de nouveau, et au prix d'un sérieux effort, j'ai coupé les dernières fibres. La brise produisait peu d'effet sur le coracle, et j'ai été presque instantanément plaqué contre l'avant de l'Hispaniola. En même temps, la goélette s'est mise à tourner sur sa quille, pivotant lentement en travers du courant. Je me suis démené comme un beau diable, car je craignais d'être submergé à chaque instant. Constatant que je ne pouvais éloigner le coracle directement, j'ai poussé des 2 mains droit vers l'arrière, jusqu'au moment où, ayant donné une dernière impulsion, je m'étais dégagé de mon dangereux voisin. Mes mains ont rencontré une corde légère qui pendait au bastingage de poupe et traînait dans l'eau. Aussitôt, je l'ai saisie. Je serais bien en peine de dire pourquoi j'ai agi ainsi. Au début, c'était par instinct, mais puisque je la tenais dans mes mains et sentais qu'elle était bien accrochée, j'ai cédé à la curiosité et décidé de regarder une dernière fois par la fenêtre de la cabine. J'ai tiré sur la corde à main alternée pour me rapprocher du navire, et quand je me suis jugé assez proche, j'ai pris le risque de me relever à moitié, ce qui me permettait de voir le fond et une tranche de l'intérieur de la cabine. À ce moment, la goélette et son petit conjoint glissaient si vivement sur l'eau que nous arrivions déjà à la hauteur du feu de camp. Le navire parlait à voix haute, comme disent les marins, piétinant les remous avec un clapotis incessant, et, avant d'avoir amené mon visage à la hauteur de la fenêtre, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les gardiens ne s'étaient pas inquiétés. Un coup d'œil m'a suffi, et je n'ai pas osé regarder plus longtemps depuis mon instable esquif. J'ai vu Hans et son compagnon s'étreignant dans une lutte à mort, chacun serrant l'autre à la gorge. Je suis retombé sur le banc de nage juste à temps, car j'étais prêt de passer par-dessus bord. Pendant un moment, je ne voyais rien d'autre que ces 2 visages furieux, cramoisis, allant et venant ensemble sous la lampe fumeuse, et j'ai fermé les yeux pour les laisser s'accoutumer de nouveau à l'obscurité. La balade interminable s'achevait enfin, et la troupe amoindrie qui entourait le feu de camp entonnait le refrain que j'avais entendu si souvent. 15 matelots sur la malle du mort, yo ho ho, et bouteille de rhum. Le diable a acheté les autres partis morts, yo ho ho, et bouteille
J'étais en train de penser que le rhum et le diable étaient à l'œuvre en ce moment même dans la cabine de l'Hispaniola, quand j'ai été surpris par une soudaine embardée du coracle. Au même instant, il s'est écarté brusquement et a semblé changer de direction, cependant que sa vitesse augmentait de façon surprenante. J'ai ouvert les yeux aussitôt. Tout autour de moi, des vaguelettes légèrement phosphorescentes déferlaient avec un bruit de froissement sec. J'étais encore entraîné et secoué dans le sillage de l'Hispaniola. À quelques yards devant moi, la goélette paraissait tituber et hésiter dans sa course, et je voyais sa mâture tanguer un peu sur le noir de la nuit. De plus, en prolongeant mon observation, j'ai vérifié qu'elle virait aussi au sud. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, et mon cœur a bondi dans ma poitrine. Là, juste derrière moi, rougeoyait le feu de camp. Le courant avait tourné à angle droit, emportant avec lui la haute goélette et le petit coracle sautillant. Accélérant toujours, écumant et murmurant de plus en plus fort, il filait en tourbillonnant vers la passe pour accéder à la haute mer. Soudain, la goélette devant moi a dévié brutalement, tournant peut-être de 20 degrés, et presque au même moment, 2 cris se sont succédés à bord. Je pouvais entendre des pas martelant l'échelle du capot, et j'ai compris que les 2 ivrognes avaient été contraints d'interrompre leur bagarre et mesuraient enfin l'étendue du désastre. Je me suis aplati sur le fond de ma misérable barque, et j'ai recommandé pieusement mon âme à mon Créateur. J'étais sûr qu'au bout de la passe, nous tomberions sur quelques barrières de brisants enragés, où tous mes ennuis prendraient fin promptement. Alors que je pouvais à la rigueur accepter l'idée de la mort, je me sentais incapable de regarder ma propre mort qui s'approchait. Je suis donc resté étendu pendant des heures, ballotté çà et là sur les rouleaux, trempé de façon répétée par les embruns, ne cessant jamais d'attendre la mort au prochain plongeon. Peu à peu, la lassitude m'a gagné. Un engourdissement, une torpeur intermittente se sont emparés de mon esprit malgré ma terreur, jusqu'au moment où le sommeil a enfin pris le dessus et où, gisant dans mon coracle que secouaient les flots, j'ai rêvé à mon village natal et au vieil amiral Benbow. Il faisait grand jour quand je me suis réveillé, ballotté par les vagues à l'extrémité sud-ouest de l'île au trésor. Le soleil s'était levé, mais restait caché derrière la silhouette massive de la longue vue qui, de ce côté, descendait presque jusqu'à la mer en formidable falaise. Le cap de Tirbouline et la colline du mât d'Artimon se trouvaient à portée de main. La colline nue et sombre, le cap bordé de falaises de 40 ou 50 pieds de haut et frangé d'énormes éboulis rocheux. Je n'étais pas à un quart de mille de la côte, et j'ai d'abord pensé pagayer et débarquer. J'ai vite renoncé à cette idée. Les vagues déferlaient en mugissant entre les blocs éboulés, grondements de tonnerre, hautes gerbes volants et retombant se succédaient à chaque seconde, et je me suis vu, si je m'approchais, me fracassant sur la côte déchiquetée, ou dépensant en vain mes forces pour escalader les éperons surplombants. Ce n'était pas tout, car j'ai aperçu, rampant ensemble sur des rochers plats, ou se laissant tomber bruyamment dans la mer, une cinquantaine de monstres gigantesques et gluants, des limaces d'une taille incroyable en quelque sorte, dont les rochers renvoyaient les aboiements en écho. J'ai compris depuis qu'il s'agissait de lions de mer, des animaux parfaitement inoffensifs, mais leur aspect, s'ajoutant à la sauvagerie de la côte et à la hauteur des vagues, a suffi largement à m'ôter l'envie d'aborder cet endroit. Je préférais mourir de faim au large que d'affronter de tels périls. D'ailleurs, j'espérais trouver une occasion plus favorable devant moi. Au nord du cap de Tirbouline, la côte s'étend sur une grande distance, laissant à marée basse un long ruban de sable jaune. Plus au nord se trouve un autre promontoire, nommé Cap des Bois sur la carte, couvert d'une haute pinède qui descendait jusqu'à la mer. Je me suis souvenu que Silver avait parlé d'un courant orienté au nord tout le long de la côte ouest de l'île au trésor. Constatant d'après ma position que je subissais déjà son influence, j'ai préféré laisser le cap de Tirbouline derrière moi et réserver mes forces
pour une tentative de débarquement au Cap des Bois qui semblait plus accueillant. Une grande houle tranquille parcourait la mer. Comme un vent soufflait doucement et régulièrement du sud, il ne contrariait pas le courant et les vagues montaient et descendaient sans se briser. S'il en avait été autrement, j'aurais péri depuis longtemps. En l'occurrence, la facilité et la sûreté avec lesquelles naviguait une embarcation si petite et si légère avaient de quoi surprendre. Souvent, alors que j'étais toujours étendu au fond et n'osais pas amener plus qu'un œil à hauteur du bord, j'observais qu'une grande montagne bleue se soulevait au-dessus de moi tout près. Pourtant, le coracle se contentait de rebondir un peu, de danser comme sur des ressorts, et de se poser dans le creux de l'autre côté aussi légèrement qu'un oiseau. Au bout d'un moment, j'ai commencé à m'enhardir et me suis assis pour tenter de pagayer. Mais même une petite modification de l'équilibre des poids produit de violents changements dans le comportement d'un coracle. À peine avais-je bougé que le bateau, renonçant à son aimable mouvement de danse, a dévalé une pente liquide si raide que je me suis senti tout étourdi avant de planter son nez avec un grand jaillissement d'écume dans le flanc de la vague suivante. Trempé et terrifié, je suis retombé à l'instant dans mon ancienne position, sur quoi le coracle a paru retrouver sa raison et m'a mené aussi calmement qu'auparavant sur les vagues. De toute évidence, il fallait le laisser tranquille, et dans ces conditions, puisque je ne pouvais en rien modifier sa course, quel espoir me restait-il de toucher terre? Je commençais à avoir affreusement peur, mais j'ai tout de même gardé toute ma tête. D'abord, bougeant très prudemment, j'ai écopé peu à peu le coracle avec mon bonnet de marin. Ensuite, risquant de nouveau un œil par-dessus bord, j'ai entrepris d'étudier comment il arrivait à glisser si sagement entre les vagues. J'ai découvert que chaque vague, au lieu de la montagne lisse et luisante à laquelle elle ressemble depuis la côte ou depuis le pont d'un vaisseau, doit être comparée en réalité à une chaîne de collines sur terre, avec ses pics, ses plateaux et ses vallées. Le coracle, laissé à lui-même, virant d'un bord à l'autre, se faufilait pour ainsi dire le long des vallées et évitait les pentes raides et les sommets déferlants de la vague. Bon alors, ai-je pensé, il est évident que je dois rester allongé sans troubler l'équilibre, mais il est certain aussi que je peux sortir la pagaie et de temps en temps, dans les endroits calmes, donner un ou deux coups en direction du rivage. Aussitôt pensé, aussitôt fait. Appuyé sur les coudes, dans la position la plus inconfortable, je donnais un ou deux petits coups de temps à autre pour orienter l'avant vers la côte. C'était un travail pénible et lent. Pourtant, je gagnais visiblement du terrain. Alors que je m'approchais du Cap des Bois, même si je voyais que j'allais le manquer à coup sûr, j'avais néanmoins progressé de plusieurs centaines de yards vers l'est. J'étais certes tout près. Je pouvais voir les cimes fraîches et verdoyantes des arbres se balancer ensemble dans la brise, et je me sentais sûr et certain de pouvoir débarquer sur le prochain promontoire. Il était grand temps, car la soif commençait à me torturer. L'éclat du soleil au-dessus de moi, ses 1000 reflets sur les vagues, l'eau de mer qui m'aspergeait et s'évaporait, déposant sur mes lèvres une croûte de sel, tout cela contribuait à me brûler la gorge et à m'échauffer le cerveau. La vue des arbres si proches m'avait presque rendu malade de désir, mais le courant m'a vite emporté plus loin, et quand une nouvelle étendue de mer est apparue, ce que j'ai découvert a changé la nature de mes pensées. Droit devant moi, à moins d'un demi-mille, j'ai aperçu l'Hispaniola sous voile. J'allais être capturé, c'était certain, mais j'étais tellement perturbé par le manque d'eau que je ne savais pas si je devais m'en réjouir ou le déplorer. Et bien avant que je me sois décidé sur ce point, la surprise s'était emparée de mon esprit et je regardais sans comprendre, les yeux écarquillés. La goélette voguait sous sa grand voile et 2 phoques, et la belle toile blanche brillait au soleil comme de la neige ou de l'argent. Quand je l'avais d'abord aperçue, ses voiles étaient gonflées, elles se dirigeaient au nord-ouest, et j'avais supposé que les matelots à bord faisaient le tour de l'île pour regagner leur mouillage. Ensuite, elle s'est mise à tirer vers l'ouest. J'ai pensé qu'il m'avait vu et se préparait à me prendre en chasse. En fin de compte, cependant, elle s'est retrouvée en panne face au vent,
a cessé d'avancer et restait là un moment sans savoir que faire avec ses voiles frissonnantes. « Les maladroits !» me dis-je, encore sous comme des hiboux. Et j'ai pensé à la façon dont le capitaine Smollett les aurait fait danser. Pendant ce temps, le vaisseau a dévié peu à peu, a empli ses voiles de nouveau sous un autre bord, a navigué vivement pendant 1 minute ou 2, avant de périr à nouveau face au vent. Ce manège ne cessait de se répéter. Ici et là, en avant et en arrière, au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, l'Hispaniola naviguait par à-coups, et chaque répétition s'achevait comme elle avait commencé, par de la toile battant pour rien. Il m'a paru évident que personne ne tenait la barre. Et si c'était le cas, où étaient les hommes? J'ai pensé que, si je montais à bord, je parviendrais peut-être à rendre le vaisseau à son capitaine. Le courant emportait le Coracle et la goélette vers le nord à la même allure. Or, cette dernière naviguait d'une manière si folle et intermittente, et elle restait si longtemps en panne à chaque fois, qu'elle était loin de me distancer, mais perdait plutôt du terrain sur moi. Si seulement j'osais m'asseoir et pagayer, j'étais sûr de pouvoir la rattraper. Ce projet avait un parfum d'aventure qui m'inspirait, et la pensée du tonnelet d'eau douce près du capot avant redoublait mon courage naissant. Je me suis relevé, ai été accueilli presque au même instant par une autre gerbe d'embrun, mais cette fois j'ai tenu bon et ai entrepris, aussi vigoureusement que prudemment, de pagayer à la poursuite de l'Hispaniola privée de pilote. À un moment, j'ai embarqué un si gros paquet de mer que j'ai dû m'arrêter et écoper, mon cœur battant la chamade. Mais j'ai pris le pli progressivement, et j'ai réussi à guider mon Coracle parmi les vagues, avec seulement de temps en temps un choc sur sa proue et un jet d'écume sur mon visage. Maintenant, je gagnais rapidement sur la goélette. Je pouvais voir le cuivre luisant de la barre qui battait librement, et toujours pas un chat sur le pont. J'étais forcé de la supposer abandonnée. Sinon, les hommes étaient étendus ivres dans la cabine, où je pouvais espérer les enfermer pour mener l'Hispaniola à ma guise. Depuis un moment, la goélette se comportait de la pire façon pour moi. Elle restait immobile. Elle était orientée presque plein sud, sans renoncer bien sûr à ses continuelles embardées. À chaque embardée, ses voiles enflaient un peu, ce qui la ramenait bientôt dans l'axe du vent. J'ai dit que c'était la pire chose possible pour moi, car elle avait beau sembler désemparée avec la toile claquant comme le canon et les poulies roulant et se cognant sur le pont, elle continuait néanmoins à s'éloigner de moi, non seulement avec la vitesse du courant, mais du fait de sa dérive qui était considérable. Et puis, enfin, la chance m'a souri. La brise est tombée pendant quelques secondes, le courant a repris peu à peu la goélette qui a pivoté lentement et a fini par me présenter sa poupe, avec la fenêtre de la cabine encore béante et la lampe sur la table brûlant en plein jour. La grand voile pendait mollement comme une bannière. Si l'on oubliait le courant, la goélette était immobile. Pendant un moment, j'avais perdu du terrain. Mais maintenant, redoublant mes efforts, je commençais de nouveau à la rattraper. Je n'étais pas à 100 yards d'elle quand le vent est revenu brusquement, comme une gifle. Les voiles se sont gonflées à bâbord à mur et elle est repartie, prenant du gîte et rasant les flots comme une hirondelle. Mon premier sentiment a été de désespoir, mais mon second d'allégresse. La goélette virait jusqu'à se présenter de travers, virait encore jusqu'à couvrir la moitié, puis les 2/3 et les 3/4 de la distance qui nous séparait. Je pouvais voir l'écume blanche des vagues bouillonner sous son étrave. Depuis ma position au ras des vagues dans le Coracle, elle me paraissait gigantesque. À cet instant, soudain, j'ai commencé à comprendre. J'ai à peine eu le temps de penser, à peine eu le temps d'agir et de sauver ma peau. Je me trouvais au sommet d'une vague quand la goélette est arrivée en bondissant par-dessus la suivante. L'étrave était au-dessus de ma tête. Je me suis mis debout et j'ai sauté, repoussant le Coracle sous l'eau. D'une main, j'ai agrippé le bout dehors du foc pendant que mon pied se coinçait entre l'étai et le bras de vergue. Alors que je me cramponnais, haletant, un choc sourd m'a fait comprendre que la goélette avait foncé sur le Coracle et l'avait détruit, si bien que je n'avais aucun moyen de repartir de l'Hispaniola.